Bonjour, bienvenue à cette deuxième conférence Pourquoi les réalités écologiques et sociétales appellent-elles à repenser le travail. Le monde du travail, c'est devenu clair ce matin, doit se transformer pour être en cohérence avec les nécessaires transitions écologiques et sociales. Mais la question se pose donc du comment. Et effectivement, ça a été mentionné ce matin et nous le savons, nous avons la chance parce que la transition écologique est globalement créatrice nette d'emplois. Ça veut dire globalement, il y aura plus d'emplois créés que perdus dans le processus de la transition écologique. Mais ne mâchons pas nos mots parce que de l'autre côté, il y a aussi certains secteurs d'activité, certaines industries qui sont très polluantes et qui doivent diminuer leur activité, se transformer, voire disparaître. Et on parle ici aussi de centaines de milliers d'emplois. Donc il y a la question des reconversions professionnelles qui se posent, l'accompagnement des industries, des territoires, etc. Et il y a aussi un deuxième sujet qui est plus à l'échelle de l'humain, à l'échelle des salariés, qui travaillent aujourd'hui dans ces secteurs-là et qui ressentent ces tensions entre son travail quotidien et la nécessité de mener la transition écologique à bien. Et ces tensions-là peuvent avoir des impacts graves sur la santé au travail. Donc j'ai le plaisir de vous présenter les deux intervenants aujourd'hui à cette conférence. Il y a d'abord Gaël Giraud, qui va intervenir sur le sujet des grands enjeux du travail pour un monde juste et durable. Que ça. Donc Gaël Giraud est un économiste français spécialisé en économie mathématique. Il est prêtre catholique, membre de la Compagnie de Jésus et chef économiste de l'Agence française de développement AFD. Par ailleurs, il enseigne à l'Université de la Sorbonne à Paris et à Hanoï au Vietnam. Il est professeur affilié à l'ESCP Europe, anciennement École supérieure de commerce de Paris. Et nous avons un deuxième intervenant, Yves Clos, qui va parler de la santé au travail et santé publique, la qualité du travail refoulé. Yves Clos est professeur émérite de psychologie du travail au CNAM, le Centre national des arts et métiers. Il est auteur de nombreuses œuvres sur le sujet du travail, notamment le travail sans l'homme, pour une psychologie des milieux de travail et de vie, travail et pouvoir d'agir, et le travail au cœur, pour en finir avec les risques psychosociaux. Donc merci beaucoup d'être présent ici et je ne retarde plus les interventions. Donc je passe la parole à Gaël Giraud. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je vais essayer dans un premier temps d'aborder un point de vue très macro, puisque dans le titre il y a grands enjeux. Et c'est un peu à rebours de l'habitude de ceux qui discutent de la question du travail, puisqu'on a spontanément un point de vue assez microéconomique sur le travail, où on se dit quelles sont les particularités du marché du travail. Donc je vais essayer de prendre un point de vue différent en réinsérant la problématique du travail dans une question générale macroéconomique. Et pour ça, je vais essayer de confirmer ce que vient de dire Maike, à savoir que non seulement la transition écologique est créatrice d'emplois, mais en plus, qu'à mon avis, c'est le seul moyen de conserver des emplois et d'en produire des nouveaux. C'est ça que je voudrais essayer d'illustrer dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, j'essaierai de suggérer comment il faut pour cela repenser le statut même de l'entreprise. Premièrement, donc, pourquoi la transition écologique est probablement l'unique moyen de conserver des emplois et d'en créer des nouveaux. Pour ça, il faut comprendre que nous sommes entrés depuis au moins la crise financière de 2008-2009 dans une nouvelle ère d'incertitude macroéconomique mondiale, inédite, que nous n'avons pas connue depuis très longtemps. Pour le comprendre, il faut remonter à 1945, après la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, l'unique pays qui est une grande nation industrielle, qui a un surplus industriel, ce sont les États-Unis, dont la problématique est qui va consommer nos produits. Parce qu'on produit plus aux États-Unis en 1945 qu'il n'y a de consommateurs américains pour consommer les produits américains. D'où le plan Marshall, qui n'était pas tellement dicté par de la philanthropie et qui a bénéficié également à ceux qui avaient fait la guerre, l'Allemagne et le Japon, et qui a permis surtout d'alimenter et de financer une demande solvable capable d'absorber les produits industriels américains. Et donc qui a créé beaucoup d'emplois, au premier chef, aux États-Unis. Donc ça, c'était un circuit vertueux pour les Américains, puisque les Américains prêtaient aux Européens, qui, avec l'argent qui leur était prêté par les États-Unis, achetaient des produits américains et l'argent revenait aux États-Unis. Ce premier circuit a été cassé, au fond, à l'initiative des Américains eux-mêmes dans les années 70,
et en particulier avec l'abandon des accords de Bretton Woods le 15 août 1971, pour donner lieu, je vais très vite, à un deuxième circuit, qui est celui que nous connaissons bien, qui a prévalu en gros jusqu'en 2008, où la grande nation industrielle avec un surplus commercial, c'était plus du tout les États-Unis évidemment, c'était la Chine, qui est devenue la grande usine du monde, mais qui l'a fait de telle manière que nous autres occidentaux, en particulier européens, nous sommes restés dans la position du consommateur en dernier ressort, que nous étions déjà pour les Américains, mais cette fois-ci pour les Chinois. Avec ceci que, donc c'est surtout en Chine qu'on a produit, donc on a énormément délocalisé d'industries européennes pour aller en Chine, d'où le fait que, par exemple, aujourd'hui, l'industrie, le secteur secondaire, ne représente que 12% du PIB français, mais c'est la même chose en Angleterre, c'est la même chose aux États-Unis, 12-13%, ce qui est très faible. Donc on a délocalisé massivement en Chine, donc on a créé beaucoup d'emplois en Chine, on a perdu beaucoup d'emplois en Europe, et le surplus commercial de la Chine, qui était en 2007 de quasiment 3 000 milliards de dollars, donc à l'époque 1,5 fois le PIB français, ce surplus-là a été réinjecté dans la sphère financière occidentale via l'achat par la Chine de dettes publiques, surtout américaines, mais aussi européennes. Et donc nous avons été doublement gagnants, alors perdants sur le marché du travail, puisque nous avons en fait délocalisé nos emplois en Chine, mais gagnants du point de vue de la prospérité monétaire en tout cas, puisque nous avons pu acheter des produits chinois pas chers, produits avec des salaires absolument imbattables dans les ateliers chinois. Et puis une partie de cet argent nous est revenu dans la sphère financière, et ceux qui bénéficient des bénéfices de la sphère financière en ont tiré parti. D'où l'explosion des inégalités chez nous, puisque une petite fraction de la population a pu à la fois s'acheter des iPods pas chers et ensuite récupérer cet argent sous forme de bénéfices financiers. Ce deuxième circuit-là s'est cassé en 2008 avec la crise financière, la crise de subprime, la Chine ayant compris que les marchés financiers occidentaux ne sont pas fiables et ayant décidé de ne plus réinvestir son surplus commercial en Occident. Et deuxièmement, la Chine ayant à peu près en même temps décidé de réorienter sa production industrielle sur son propre marché domestique et essentiellement sur le bassin du sud-est asiatique. Aujourd'hui, la balance commerciale de la Chine avec l'Occident est à peu près nulle. Donc la Chine n'est plus du tout l'exportateur net formidable qu'elle a été pendant 30 ans. Elle produit davantage pour elle-même et la tendance pour les années qui viennent et les décennies qui viennent sera celle-ci, très vraisemblablement. On voit en tout cas aucun changement de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la Chine a renoncé à produire pour les Européens et les Américains. Elle produit maintenant pour les classes moyennes chinoises. D'où la hausse des salaires dans les usines sur les côtes est de Chine, autour de Shanghai, qui fait que dès maintenant, en fait, depuis quelques années, un certain nombre d'entreprises occidentales qui étaient délocalisées sur la côte est de Chine délocalisent au sud, en Asie du Sud-Est, parce que les salaires sont trop chers maintenant en Chine. Ceci fait que la grande question macroéconomique qui est posée du point de vue de l'emploi à l'échelle mondiale, c'est qui sera demain la prochaine grande usine du monde? Qui va produire pour les Américains et les Européens? Alors évidemment, il y a une question en amont qui est, a-t-on besoin d'une grande usine dans le cadre de la transition écologique? La réponse est probablement oui. Moi, je ne crois pas du tout à une transition écologique qui renoncerait absolument à une industrie. La question, c'est comment construire une industrie verte. Donc la deuxième question, c'est s'il nous faut une industrie verte, où va-t-on la trouver? En tout cas, pour l'Europe, ce ne sera pas en Chine. Et il y a deux options. La première grande option, c'est regarder quel est l'unique continent de la planète qui va avoir une forte poussée démographique dans les années qui viennent, à savoir l'Afrique. Et ça, c'est l'énorme sujet de l'industrialisation du continent africain, avec, comme vous le savez, les milliers de milliards investis par la Chine en Afrique aujourd'hui, avec cette hypothèse qui est, au fond, Pékin est en train de dupliquer ce qu'avaient fait les États-Unis avec l'Europe, avec le plan Marshall, mais cette fois-ci entre Pékin et l'Afrique. Mais en même temps, comme vous le savez sûrement, tout ceci est très ambigu, puisque une bonne partie de cet argent investi par la Chine sert surtout à récupérer des terres et des ressources souterraines, plutôt qu'à créer une demande solvable en Afrique. L'autre question énorme, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est pour que vous ayez une population qui puisse travailler dans les usines, il faut qu'elle soit un minimum éduquée. Et vous le savez sûrement, la question de l'éducation primaire en Afrique subsaharienne est un désastre aujourd'hui, même la Banque mondiale le reconnaît. Donc ce n'est pas clair du tout que le milliard ou le milliard 5 d'individus qui vont naître en Afrique dans les années qui viennent sera capable de se laisser employer dans les futures usines que la Chine pourrait construire ex nihilo en Afrique. La deuxième option, ce serait que nous nous réindustrialisions en Europe,
que nous mettions en place une vraie industrialisation verte de notre continent, qui, à mon avis, est une des jambes essentielles de la transition écologique. Si nous ne le faisons pas, je ne vois pas très bien comment nous allons pouvoir continuer à avoir des emplois massifs en Europe, puisque ceux qui créent des emplois, pour l'instant, c'est essentiellement une machine industrielle qui n'est plus chez nous, d'où le chômage massif que nous connaissons depuis des années. Deuxième raison pour laquelle, si nous ne faisons pas la transition, nous aurons peu de chances de réussir à conserver des emplois, c'est évidemment les désastres qui vont être provoqués par le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Donc là-dessus, je voudrais quand même redire rapidement que les nouvelles qui proviennent du front scientifique sur le réchauffement climatique sont littéralement catastrophiques, que nous sommes embarqués probablement pour bien plus que plus 4,5 degrés à la fin du siècle, de réchauffement de la température moyenne à la surface de la planète par rapport à la température qui prévalait avant la révolution industrielle, en particulier ce qu'on appelle les hydrates de méthane qui sont dans le pergélisol, donc dans le sol gelé, au fond de l'océan Arctique, semblent fondre beaucoup plus vite que ce que l'on pensait, de sorte que la concentration en méthane dans l'atmosphère augmente beaucoup plus vite que ce qu'avaient imaginé tous les scénarios climatiques jusqu'à présent. Et si ceci devait être confirmé, alors nous sommes partis pour beaucoup plus que 4,5 degrés à la fin du siècle. Mais même sur une trajectoire à 4,5 degrés, vous le savez sûrement, mais je nous le redis parce que ça fait partie du problème, ça veut dire plus de mètres d'augmentation du niveau de la mer à la fin du siècle. Or, 70% de l'humanité vit sur les littoraux qui sont en dessous de plus de mètres. Donc, des centaines de millions de migrants, de réfugiés climatiques. La Banque mondiale chiffre à 2 milliards de réfugiés climatiques dans la deuxième moitié du siècle. Et puis également la fonte du pergélisol, alors cette fois-ci pas au fond de l'océan Arctique, mais en Sibérie et en Alaska. Et il se trouve que dans le pergélisol, dans le sol gelé, il y a toute une série de bactéries très peu sympathiques qui vont être libérées par la fonte de la glace. À commencer par la grippe de 1918 et un certain nombre d'autres joyeusetés qui nous sont promises dans les années qui viennent. Par ailleurs, comme vous le savez, la destruction du vivant à laquelle nous contribuons à la fois par la pollution, l'agriculture intensive et le réchauffement, oblige le vivant à migrer des équateurs vers le pôle, de l'équateur vers les pôles, à une vitesse en gros de 6 km par an, ce qui veut dire que chaque année prévaut à un endroit, en gros, les conditions climatiques qui prévalaient l'année précédente, 6 km plus proche de l'équateur. 6 km, la première fois que vous l'entendez, vous vous dites la belle affaire, moi je fais ça en 1 heure, mais un arbre ne se déplace pas de 6 km par an. Ce qui se déplace bien de 6 km par an, c'est les bactéries, les virus, ça c'est absolument facile. Pour un arbre, c'est plus dur. Et donc, on sait par exemple que la malaria, pour donner cet exemple un peu frappant, est en train de remonter vers le nord. Donc elle s'est réinstallée au sud de l'Italie. Il y a 3 femmes qui sont mortes de la malaria l'an dernier, parce que le brave médecin italien qui les a auscultées n'était pas spécialisé en maladies tropicales, donc il n'a pas identifié la malaria. Et la Banque mondiale estime qu'on devrait avoir 5 milliards 200 millions de personnes atteintes de malaria en 2050 sur la planète. Donc ça veut dire que très certainement la malaria sera de nouveau présente en France. Alors pour être moi-même infecté de la malaria, que j'ai attrapé au Tchad, on vit avec la malaria et on vit heureux avec la malaria, mais vous voyez bien que pour une personne qui vit heureuse avec la malaria, aujourd'hui il y a quand même 6 millions de personnes qui meurent de la malaria chaque année. Voilà, alors ça c'est les désastres qui se préparent devant nous, face auxquels force est de reconnaître que nous ne faisons pas grand-chose pour les éviter. Et donc ça fait partie, à mon avis, de l'équation pour essayer de préserver du travail. Autrement dit, non seulement il nous faut une réindustrialisation verte, au pas de charge, mais il faut aussi adapter nos économies aux désastres écologiques qui vont arriver devant nous, qui vont nous tomber dessus. Et voilà. Si nous ne le faisons pas, c'est ce dont on parle beaucoup en France aujourd'hui, à savoir le collapse, vous savez, l'effondrement qui nous attend. Mais là-dessus, je voudrais dire également un mot. Il y a différentes manières de s'effondrer. Donc ça n'est pas parce que éventuellement nous pourrions avoir des effondrements majeurs qu'il faut baisser les bras, bien au contraire. Ça veut dire qu'il faut négocier la manière dont une partie de nos sociétés vont s'effondrer. Et de telle sorte que ça s'effondre de la manière la moins douloureuse possible pour tous. Troisième élément, il y a 2 grandes options, on pourrait dire en termes de politique économique, pour ce qui est de la transition écologique, et qui ont toutes les 2 un impact majeur sur le travail. Vous avez une première option qui est celle à laquelle nous pensons tous, qui est la plus sympathique, qui est une option très décentralisée, qui est celle qui se met en place petit à petit en Allemagne, où plusieurs centaines de millions de ménages allemands produisent de l'électricité dans leur jardin aujourd'hui, donc ils ont des solutions
de production décentralisée d'électricité avec de l'énergie renouvelable, ce qui n'est pas le cas chez nous en France. Et ça, c'est l'option, disons, décentralisation et mise en place des communs sur lesquels je vais revenir dans un instant. Ça va de pair assez volontiers avec, disons, une vision politique en termes de démocratie participative, où le pouvoir est délégué au niveau local à des communautés qui prennent en charge l'ensemble des besoins qui sont les leurs. Malheureusement, il y a une deuxième option qui est, semble-t-il, tout aussi réaliste, au moins à vue humaine aujourd'hui, et qui s'appuie sur le fait que les énergies renouvelables sont beaucoup plus intenses en capital que les énergies non renouvelables. Alors, pour donner quelques chiffres, les hydrocarbures fossiles, pour donc 1 kW de production d'hydrocarbures fossiles, en moyenne, vous avez quelque chose comme 12 à 15% du coût de production de ce kilowatt qui provient du capital initial. En revanche, si vous faites du renouvelable, cette proportion passe de 12-15 à 45-50. Pourquoi? Tout simplement parce que une fois que vous avez construit votre éolienne, le coût d'entretien de l'éolienne est très faible. Une fois que vous avez fait votre panneau photovoltaïque, le coût d'entretien du panneau est très faible, beaucoup plus faible que le coût d'entretien d'une mine de charbon. Et donc la part du capital dans le coût de production est beaucoup plus importante. Mais ce que ça veut dire du point de vue d'un économiste, c'est que c'est une industrie et une société construite sur le renouvelable est beaucoup plus intensive en capital, donc beaucoup plus capitalistique, et donc dans la négociation politique, donne un pouvoir beaucoup plus important à ceux et celles qui peuvent apporter le capital initial. Alors, il faut replacer ça dans la longue durée des 2 derniers siècles et du lien entre, on pourrait dire, l'économie politique et l'énergie. Ça, c'est des travaux que vous connaissez peut-être de Timothy Mitchell qui sont remarquables sur la démocratie du carbone. La remarque est la suivante, très brièvement. Timothy Mitchell dit, au fond, le charbon a été un hydrocarbure fossile très favorable aux révolutions sociales. Pourquoi? Parce que si vous faites une mine de charbon et que vous alimentez une ville en électricité avec ce charbon, les ouvriers, en gros, peuvent comprendre au bout d'un certain moment qu'en paralysant la mine, ils paralysent la ville. Donc ils ont un pouvoir de négociation très fort. En revanche, avec le pétrole, si vous bloquez une plateforme qui produit du pétrole, comme le pétrole est très facile à transporter, beaucoup plus facile que le charbon, ce n'est pas du tout un problème pour la ville de se fournir en pétrole ailleurs. Et donc, vu de très haut, du point de vue où je me place, très macro, une économie basée sur le charbon est beaucoup plus favorable au salariat qu'une économie basée sur le pétrole. Donc la grande thèse de Timothy Mitchell, c'est au XXe siècle, nous avons basculé en Europe du charbon vers le pétrole, et nous avons eu une période tout à fait exceptionnelle, qui sont les 30 glorieuses, de 45 à 75 en gros, où nous avions la technologie du pétrole, mais les structures politiques héritées du charbon. Et héritées des révolutions sociales du XIXe siècle, que vous connaissez tous, etc. Et puis à partir des années 70, cette énorme vague néolibérale étrange, dont tout le monde continue aujourd'hui encore de se demander mais d'où vient-elle, en fait serait simplement l'ajustement des structures politiques de nos pays à la nouvelle donne que provoque une industrie construite sur le pétrole plutôt que sur le charbon. Alors ce type d'analyse-là, historique de long terme, sur le lien entre énergie et, on pourrait dire, économie politique et donc travail, pose une question redoutable, c'est dans une société construite sur les renouvelables, qu'en est-il? Sommes-nous capables de construire une société sur les renouvelables, une société basée sur les renouvelables du type charbon? Et ça, ce sera une très bonne nouvelle pour le travail. Ou bien plutôt du type pétrole. Et ça, ce sera une moins bonne nouvelle pour le travail. Et les 2 options que je dessinais tout à l'heure, c'est-à-dire une option très décentralisée autour des communs versus une option beaucoup plus capitalistique et donc potentiellement beaucoup plus centralisée avec un pouvoir de négociation très fort de celles et ceux qui peuvent apporter le capital initial, c'est ces deux grands schèmes. Vous avez d'un côté, disons, une société du type charbon, ça c'est la version décentralisée, puis de l'autre côté, une société du type pétrole, ça c'est la version très centralisée. Et probablement, vous sentez que l'analyse politique aujourd'hui oscille entre les deux. Vous avez un néolibéralisme autoritaire, d'État autoritaire, très proche du capital, qui se dessine petit à petit, y compris en Europe, qui prend ses marques, et qui pourrait être capable de faire une vraie, au fond, implicitement, une vraie proposition de société alternative, complètement compatible avec la transition écologique, parce que entièrement basée sur le renouvelable, probablement aussi sur le nucléaire, mais très centralisée, probablement pas démocratique, avec un pouvoir de négo très fort du capital, qui dira par exemple aux Parisiens, si vous voulez avoir de l'électricité,
Il va nous falloir construire une forêt d'éoliennes sur la Manche, par exemple. On veut bien le faire, on veut bien mettre l'argent qu'il faut pour ça, mais pas à n'importe quelles conditions. Et donc les Parisiens vont devoir se soumettre aux conditions qu'il faudra pour avoir de l'électricité renouvelable. Vous voyez ? Alors, dans le cas de la France, ceci est en plus compliqué par la présence très forte du nucléaire chez nous, bien évidemment. Donc, ce que je dis là, c'est des considérations assez générales, mais à mon avis, qui dessinent les grands enjeux d'économie politique qui sont devant nous. Alors, là-dedans, un dernier mot pour quand même dire des choses positives aussi. Je ne crois pas du tout, pour ma part, au fantasme d'une société entièrement régie par des robots, dans laquelle le travail humain disparaîtrait. Donc on peut, à mon avis, écarter ce rêve-là ou ce cauchemar-là, pour une raison très simple, c'est qu'un robot, une machine, ça a besoin d'énergie et ça a besoin de minerais, et c'est justement les deux denrées qui vont nous manquer dans les années qui viennent. Donc on pourra y revenir si vous voulez tout à l'heure, mais les pics de production de pétrole sont devant nous et dans pas très longtemps, les pics d'extraction du cuivre également, les pics d'extraction de phosphate également, et donc je ne crois pas du tout, à part peut-être dans des petits hubs californiens ou autour de Londres, qu'on arrivera à avoir des industries entièrement robotisées. Ce qui veut dire que ceci n'est pas une vraie menace pour la question du travail aujourd'hui. Alors, maintenant, si on prend encore plus de recul et qu'on se dit, au fond, si on veut favoriser la première option, pas celle d'un État centralisé néolibéral autoritaire, mais d'une société décentralisée autour des communs, comment s'y prend-on pour ce qui est du travail? Et là-dessus, je crois qu'il faut prendre conscience du fait que nous avons un certain nombre de grands schèmes politiques et économiques qui travaillent à l'intérieur de nos sociétés, dans lesquels vous avez, disons, un schème public, c'est en gros ce qui est administré par l'État. Vous avez un schème privé, ce qui est administré, géré par la sphère marchande. Et puis vous avez un schème, on pourrait dire, commun. Et puis à mon avis, il y en a un quatrième, tribal, mais sur lequel je ne vais pas insister aujourd'hui. Mais le schème commun, c'est celui dont a parlé beaucoup une économiste qui a eu le prix Nobel en 2009, Elinor Ostrom, et qui consiste à permettre à une communauté de décider des règles d'attribution des responsabilités de chacun, d'accès à la ressource de chacun, règles discutées démocratiquement à l'intérieur de la communauté, et qui peuvent être remises en cause sous un certain nombre de conditions qui font elles-mêmes partie des règles. Alors, la grande remarque d'Elinor Ostrom, c'est au fond, le rapport au monde comme à un commun, c'est le rapport le plus ancien que l'humanité puisse avoir avec la création. Bien avant l'invention de la propriété privée par le droit romain, il y a environ 2000 ans. Et c'est également ce qu'il y a de plus moderne, puisque tout ce qui s'invente aujourd'hui sur Internet notamment, autour des logiciels libres, du copyleft, etc., ça c'est la création de commun. Wikipédia est un commun. Alors, une fois que vous avez bien en tête ces trois schèmes, privé, public, commun, vous remarquerez certainement que nous avons pris l'habitude de considérer le travail comme un bien privé. Habitude qui remonte au moins jusqu'à John Locke, disons, il y a son grand traité sur le gouvernement, où Locke est le premier à dire, au fond, la justification de la propriété privée, et ce faisant, il s'inscrit contre toute la tradition chrétienne, qui a toujours dit le contraire. La justification de la propriété privée, c'est que lorsque je travaille, eh bien, c'est normal, c'est légitime que je sois le propriétaire du produit de mon travail. Comme si le produit de mon travail ne provenait que de moi. Donc, vous voyez que derrière, il y a une métaphysique de l'homme solitaire qui travaille seul. Et si vous lisez John Locke, vous verrez qu'il y a tout un imaginaire du paysan qui travaille seul sur sa terre. Comme si c'était possible de produire quelque chose tout seul. Vous voyez, ça c'est l'homme de Vitruvio, l'homme de Léonard de Vinci, tout seul, dans une solitude métaphysique absolue. La vérité, vous le savez bien, on le sait tous, on en fait tous l'expérience, c'est que pour produire quelque chose, il faut travailler ensemble. Donc, le travail, c'est un lieu de confrontation des externalités, c'est un lieu de la relation, c'est un lieu de socialisation, beaucoup plus que de production solitaire de quoi que ce soit. Mais John Locke est le premier à investir cet imaginaire-là, et donc à faire d'une pierre deux coups. Il justifie la propriété privée comme telle à travers le travail, et il justifie le fait de comprendre le travail lui-même comme quelque chose qui relève de la propriété privée. La seule matérialisation juridique du travail comme propriété privée, c'est l'esclavage. L'esclave est la propriété privée de son maître dans le droit romain, c'est vrai. Et la question que ça nous pose, c'est si nous voulons privatiser le travail, c'est que petit à petit, nous revenons à un système esclavagiste. Il y a un certain nombre de signes, dans lesquels, le détail desquels je ne vais pas rentrer maintenant, qui pourraient pointer dans ces directions. L'ubérisation d'une partie de nos sociétés peut être un petit symptôme de cette dérive tranquille mais extrêmement dangereuse, à mon avis, vers un retour à des formes dissimulées d'esclavage.
dans nos sociétés. Question, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on puisse traiter le travail comme un commun et non plus comme un bien privé? Et je crois que c'est ça l'immense défi qui est devant nous si on veut pousser la première option, pas celle d'une société organisée autour d'un État néolibéral autoritaire, mais une option décentralisée, tout à fait compatible avec la présence d'un État, évidemment. Ce que je dis là n'est pas du tout hostile à la présence de l'État, bien au contraire. Je suis assez convaincu qu'il nous faut un État dont la mission ce soit de rendre possible la création des communs, donc de favoriser les conditions de possibilité d'émergence des communs, mais ça ouvre cette extraordinaire question de comment est-ce qu'on réorganise une entreprise, une coopérative, par exemple, de manière que le travail soit traité comme un commun. Alors, comme le temps est passé, j'ai plus tellement de temps, mais il y a plein d'initiatives qui se prennent un peu partout sur le terrain, dans un certain nombre de coopératives notamment, en Allemagne. Ce qui se passe en Allemagne, à mon avis, aujourd'hui, dans les éco-villages et les éco-quartiers des villes allemandes est très intéressant de ce point de vue-là, avec une réorganisation du travail beaucoup plus, on pourrait dire, alors, coopérative et, vue de loin, communautaire, mais ce n'est pas du tout du communautarisme à l'américaine, qui permet de traiter le travail comme un commun. Un autre aspect, et je vais m'arrêter là, c'est évidemment pour pouvoir traiter le travail comme un commun, il faut absolument déboulonner l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est le traitement de l'entreprise comme une série de capitaux qui sont la propriété privée des actionnaires de l'entreprise. Et donc ça, c'est l'énorme sujet de la loi Pacte, dont Cécile Ornoir, qui est là-bas, vous aura peut-être parlé, ou va peut-être vous parler. Et c'est l'énorme sujet du fait que la loi Pacte n'a pas du tout tenu ses promesses, alors qu'elle avait à sa disposition la possibilité de réécrire les articles 1832-1833 du Code civil pour introduire la personnalité juridique d'une entreprise comme projet commun auquel contribuent toutes les parties prenantes de l'entreprise, et non plus comme propriété privée, en tant que société, de ses actionnaires. Donc vous voyez que ça nous oblige à aller très très loin pour revisiter les fondamentaux de notre société aujourd'hui, puisque taquiner la propriété privée, c'est revenir sur un des articles de la Déclaration des droits de l'homme, qui affirme que c'est un droit sacré et inviolable. Voilà. Mais vous voyez bien que, et je vais vraiment m'arrêter là, si on veut être cohérent avec la transition écologique, il faudra bien fermer un certain nombre d'entreprises extractives, et donc il faudra bien qu'un certain nombre de propriétaires de ces entreprises assument les pertes liées au fait que ces entreprises détruisent le climat. Donc de toutes les manières, la propriété privée va subir des chocs colossaux dans les années qui viennent. Autant les négocier entre nous et mettre en place une société alternative dans laquelle le travail puisse être traité comme un commun. Voilà, merci. Merci. Gardez bien vos questions parce qu'on va enchaîner la deuxième intervention. Bien. On va descendre au niveau du travail proprement dit, d'une certaine manière, puisque là, on vient de mettre en place un cadre général sur lequel nous discuterons éventuellement après. Hein. Sur cette question du travail, j'ai intitulé mon exposé la qualité du travail comme un trait d'union entre la santé au travail et la santé publique. Et je vais essayer d'établir ces liens en montrant à quel point le travail ni fait ni à faire est dangereux pour la santé publique, c'est-à-dire pour notre santé à tous à l'extérieur de l'entreprise. Alors, première donnée que je voulais établir, les enquêtes de la DARES, qui est le service d'études statistiques du ministère du Travail, qui produit les statistiques sur le travail. Les enquêtes de la DARES sont intéressantes de ce point de vue, puisqu'elles établissent que 37% des salariés de l'industrie et de la fonction publique d'État hospitalière et territoriale disent en tout cas ne jamais ressentir la fierté du travail bien fait. Donc on part d'une situation statistiquement d'ailleurs très significative, très forte, hein, et en plus évidemment qui écrase les disparités locales, et on peut arriver à des situations dans lesquelles la fierté du travail bien fait a complètement disparu dans certaines situations de travail, ce qui est un facteur de risque extrêmement important, puisqu'on ne se reconnaît plus du tout dans ce qu'on fait. Pas simplement on n'est pas reconnu, mais on ne se reconnaît plus du tout dans ce qu'on fait. Deuxième élément,
les conséquences de tout ça. Alors je vais prendre quelques exemples dans de très grandes entreprises privées essentiellement, mais on aurait pu choisir des entreprises publiques. Vous avez tous en tête le cas Volkswagen, que j'évoque très rapidement, dans lequel 11 millions de véhicules se sont mis à polluer la planète en raison de la mise au point d'un logiciel trompeur, c'est-à-dire la transformation par les ingénieurs de Volkswagen des logiciels de mesure de la pollution pour passer les tests de pollution. Un véritable trucage qui d'ailleurs ne concerne pas que Volkswagen, mais concerne aussi d'autres grands groupes qui sont aujourd'hui en justice, comme Renault ou PSA, c'est-à-dire la possibilité de truquer sur les tests de pollution officiels. Alors ça, c'est très intéressant à regarder parce que cette situation s'est produite alors que la direction de Volkswagen n'a évidemment absolument pas commandé aux ingénieurs de truquer les logiciels. Elle a simplement fixé des délais de production pour conquérir un marché américain en organisant la pression sur les ingénieurs pour qu'ils soient au bon moment, au bon endroit, sans leur demander de tricher. Le simple respect des délais dans des conditions techniques infaisables a produit une ingéniosité, j'allais dire, pervertie, et l'installation de ces ingénieurs dans un trucage qui est le contraire même de leur métier et j'allais presque dire le piétinement de leur valeur professionnelle. Le Dieselgate en question chez Volkswagen, je vous donne des chiffres intéressants, hein. Ça a des effets de vengeance du réel, si je peux dire, puisque ce Dieselgate a emporté 2 présidents du groupe Volkswagen, a conduit le PDG d'Audi en prison, ou en tout cas en détention provisoire, et a réduit en fumée 50 milliards d'euros. J'ai les chiffres exacts sous les yeux. 50 milliards d'euros de valeur boursière et coûté au groupe 28 milliards de frais de justice, amendes et indemnisations diverses. Ce que j'appelle cette vengeance du réel, c'est au fond qu'une entreprise a perdu là à la fois sa réputation, sa dignité, même si elle s'est refait une santé financière, ce qui montre à quel point elle a le dos large. Là, c'est Volkswagen. Et là, on est au cœur de ce que j'appelle le déni du conflit sur les critères de qualité du travail, puisque d'un côté, on a des délais fixés par la direction, et de l'autre côté, on a des ingénieurs qui, d'une certaine manière, analysent très précocement le fait que la chose est impossible. La chose est impossible, mais elle est faisable à condition finalement de fabriquer cette perversion de la contrefaçon. Donc vous voyez que ici, la ruine de la qualité du travail est évidemment complètement connectée avec des problèmes de santé publique majeurs, puisque 11 millions de véhicules, pour parler que de Volkswagen, hein, parce qu'il y a dans le monde d'autres véhicules qui circulent que ceux de la marque Volkswagen. Voilà. Donc la santé publique et santé au travail sont complètement reliées sur un point tout à fait central, dont je considère qu'il est le trait d'union, qui est précisément la ruine de la qualité du travail, avec l'impossibilité finalement de mettre en discussion dans l'organisation de Volkswagen ce conflit de critères. Parmi les meilleurs analystes du cas Volkswagen, on a l'un des meilleurs analystes a écrit la chose suivante: Volkswagen, c'est la Corée du Nord moins les camps. Montre bien à quel point la délibération sur la qualité du travail est pratiquement impossible dans ce milieu-là. Et ce n'est pas seulement chez Volkswagen. Alors ce déni du conflit sur la qualité du travail, évidemment, on le retrouve un peu partout, sachant que chez Volkswagen, en 2006, on avait déjà des ingénieurs qui signalaient que la chose était impossible à réaliser, le moteur dans les délais. Et dans les cercles de salariés relativement larges, on savait déjà qu'on était en train d'organiser la tricherie. Ça a duré 6 ans. Voilà, pour Volkswagen. Je prends un deuxième exemple que vous avez tous en tête. Ben, la firme Monsanto, qui vient de faire parler beaucoup d'elle, puisqu'elle a établi des fiches
sur les signalétiques, d'une certaine manière, sur les opinions des uns et des autres sur le glyphosate et les pesticides. Pareil, performance financière, y compris financière gâchée. Combien d'argent jeté, j'allais dire, par la fenêtre? Là, on a un groupe qui a été qui vient d'être condamné le 13 mai par un jury californien à verser 2 milliards de dollars à un couple atteint du cancer. Et c'est un groupe qui actuellement est en justice pour 13 400 affaires en cours, ne serait-ce qu'aux États-Unis. On voit à quel point la catastrophe, d'une certaine manière, sur une qualité du travail empêchée, non délibérée, sur déni des conflits, est aussi un gâchis financier et de performance économique. Autre exemple, en troisième, j'en ai 3 ou 4 ou 5 comme ça, Arcelor. Dans le golfe de Fos, cette entreprise a été considérée par l'Agence européenne de l'environnement comme la 3e entreprise la plus polluante d'Europe, puisqu'elle lâche dans le golfe de Fos des émissions de métaux lourds, l'arsenic, le cadmium, le chrome, le mercure, le cuivre. La 3e plus grande entreprise qui, au fond, autour du golfe de Fos, j'allais dire, infecte tout un territoire. Une campagne d'analyse a été conduite par l'agence qui a montré que toutes les appellations AOC autour du golfe de Fos, alors je les cite, le taureau de Camargue, le mouton de Crau, le fromage de chèvre, les œufs de poule élevés en plein air, la moule de Carteau, qu'on peut avoir beaucoup de plaisir à déguster, la moule de Carteau, de Port-Saint-Louis, du Rhône, l'huile d'olive, eh bien, et les poissons du golfe, eh bien, tous ces mets délicieux qu'on peut s'empresser de consommer, eh bien, sont complètement infectés, j'allais dire affectés, de perturbateurs endocriniens toxiques pour le développement cérébral et classés cancérogènes probables pour les moules et les poissons en particulier. Donc le golfe de Fos est un territoire infecté par cette entreprise-là. Et le lien qu'on peut faire avec l'intérieur du travail, l'intérieur de l'entreprise est assez intéressant, puisque un récent rapport de l'inspection du travail a montré que dans les fours, sur la coquerie en particulier de cette entreprise, qui est une entreprise sidérurgique, sur ces fours-là, ces fours laissent échapper de manière extrêmement importante des fumerolles jaunes caractéristiques d'émanation d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Donc on a des catégories d'ouvriers, en particulier les sidérurgiques à la coquerie, qui sont surexposés à ces gaz. Les ouvriers qui se relaient dans les cabines d'enfournement de charbon. Donc le lien entre les attaques à la santé au travail et les attaques à la santé publique, d'une certaine manière, est établi. Et il me sera juste utile de donner encore un exemple, et peut-être deux, je vais en prendre deux. L'usine Sanofi qui fabrique la dépakine. Vous savez, cette dépakine qui a fait tellement de bruit, puisque ce médicament contre l'épilepsie est dangereux pour les femmes enceintes et leurs fœtus, alors qu'il a été prescrit par les médecins massivement, ce qui entraîne une crise sanitaire majeure chez ces femmes-là, des procès multiples. Eh bien, l'usine Sanofi qui fabrique la dépakine, qui l'a fabriquée parce qu'elle est en cours de fermeture, sur la base de grandes enquêtes, y compris journalistiques. Grâce à des journalistes, les choses avancent aussi. Au printemps 2018, notez bien le chiffre, 190 000 fois au-dessus du plafond autorisé pour le bromopropane, qui est une substance qui peut nuire à la fertilité et au fœtus. Je répète le chiffre, 190 000 fois dans les rejets toxiques au-dessus des normes autorisées. Là, c'est pour l'extérieur et pour l'intérieur. Pour les ouvriers de cette usine Sanofi, 11 salariés de l'usine, enquête récente, qui a quelques mois, qui fabriquent la molécule de la dépakine, présentent des traces de valproate, de sodium, dans leur sang, une substance cancérogène. Donc la santé au travail et la santé publique sont littéralement reliées de l'intérieur, si je peux dire.
Et puis, en matière aussi de conséquences financières et de dégradation de la qualité du travail avec des effets de santé publique potentiels considérables, je veux juste citer pour finir l'EPR de Flamanville. Vous savez, ce réacteur de nouvelle génération qu'EDF est en train de construire à Flamanville. Ça, c'est un cas, j'allais dire, d'école extrêmement intéressant. On commence à avoir des données d'enquête. Eh bien, l'EPR a débuté en 2007. La construction de l'EPR a débuté en 2007 pour un lancement prévu initialement en 2012 et qui devait coûter 3 milliards d'euros. Mais les retards ont cessé de s'enchaîner. Je vais y revenir en raison de la dégradation de la qualité du travail, en particulier le fait de confier à des sous-traitants qui n'ont pas la compétence de traiter ce genre de chantier. La dérive des délais est considérable puisque le chargement de combustible est désormais prévu, j'essaie d'être précis, au 4e trimestre 2019 et on vient d'apprendre, en raison de soudure défectueuse, que ce sera 2020. Vous voyez, là, on a une dérive de 7 ans sur le délai de livraison. Quant aux conséquences financières, budget initial 3 milliards d'euros. Actuellement, on est à 11 milliards d'euros. C'est-à-dire que la construction de l'EPR de Flamanville, qui a dérivé sur 8 années, est sur le point de multiplier par 4 le budget de fabrication. La raison, c'est compliqué d'entrer dans le détail, mais c'est vraiment un cas d'école magnifique, si je peux dire, entre guillemets. La raison de tout ça, c'est une organisation du travail qui est fondée sur l'économie des coûts et le sacrifice de l'expertise. Actuellement, pour ne donner que cet exemple, l'autorité de sécurité nucléaire, heureusement qu'il existe une autorité de sécurité nucléaire indépendante, est en conflit majeur avec EDF, parce que sur les 148 soudures contrôlées, 33 présentent des écarts de qualité incompatibles avec la livraison du réacteur. 33. Et l'autorité de sûreté nucléaire n'y va pas par 4 chemins, puisqu'elle mentionne très clairement, et c'est EDF quand même, c'est pas une start-up ou une petite entreprise, c'est EDF. L'autorité de sûreté nucléaire mentionne qu'à Flamanville, on peut noter des défaillances chroniques de l'opérateur. Ces défaillances chroniques sont des défaillances de contrôle, puisque rien n'est fait directement par EDF lui-même et tout est sous-traité. Donc la qualité du travail dégradée est potentiellement un risque majeur pour notre sécurité, j'allais dire, et même pour la confiance dans l'industrie nucléaire, ce qui est déjà un problème à soulever en tant que tel. Donc vous voyez le lien entre qualité du travail sacrifié et surtout impossibilité pour ceux qui font directement le travail de mettre en délibération les critères de qualité, autrement dit le sacrifice des institutions dialogiques à l'intérieur de l'entreprise, de ce qu'on appelle parfois le dialogue social, qui évidemment devient une abstraction lorsqu'on ne peut pas discuter de la possibilité de se reconnaître dans le travail qu'on fait. Vous imaginez ceux qui sont impliqués dans les situations que j'ai décrites, avec un travail dont la qualité est sacrifiée, ceux qui ramènent le soir chez eux en famille. Comment peuvent-ils parler de ce qu'ils font lorsqu'on est amené à faire des choses qu'en conscience on ne devrait pas faire et qui concernent pas des petites affaires, quoi, du nucléaire à la pollution atmosphérique, le sacrifice de l'air, des médicaments. Voilà. Alors, je voudrais simplement maintenant faire un petit clin d'œil à quelqu'un qui avait posé ces questions-là de façon absolument tranchante dans les années 30 à Simone Veil, sur cette question du travail. Cet auteur, cette philosophe, est d'une modernité considérable lorsque on évoque les questions que je viens d'évoquer là.
Sachant que pour Simone Veil, dans l'enracinement, elle avait fait un petit commentaire de l'encyclique de 1931, dans lesquels je vais vous lire son texte, qui est tout à fait intéressant. La matière, c'est une citation de l'encyclique de Pie XI de 1931. La matière sort ennoblie de la fabrique, les travailleurs en sortent avilis. Et quand on lit ce texte de Simone Veil, donc de 1931, et qu'on le place au regard de ce que je viens de dire, vous voyez bien comment la situation, d'une certaine manière, s'est dégradée. Parce que maintenant, la matière ne sort plus en oubli des usines. Il y aurait une nouvelle encyclique à faire qui ne concerne pas simplement l'avilissement du travail, mais l'avilissement des produits. Mais évidemment, Simone Veil, qui avait le côté tranché et tranchant que vous connaissez, n'hésitez pas à en tirer toutes les conséquences. Elle écrivait dans la foulée, si je peux dire. Il faut que la vie sociale soit corrompue jusqu'en son centre lorsque les ouvriers se sentent chez eux, dans l'usine, quand ils font grève, et étrangers quand ils y travaillent. C'est précisément parce que nous avons des étrangers qui travaillent à l'EPR de Flamanville, ou en tout cas qui se sentent étrangers, que nous avons l'EPR de Flamanville que nous avons. C'est pareil pour Monsanto, c'est pareil pour Volkswagen, pour Renault. Quand on se sent étranger à l'endroit où on travaille, eh bien, on ne peut y être chez soi que précisément lorsqu'on s'arrête de travailler pour faire grève. Voilà la thèse de Simone Veil, qui, vous le voyez, est, comment dirais-je, tranchante. Bon, et maintenant, je voudrais terminer sur et comment on fait pour se mesurer à ces processus. Et là, de ce point de vue-là, j'allais dire, il existe une méthode aussi, Simone Veil, pas simplement une critique et une dénonciation du système de travail que je viens de décrire. Simone Veil écrit en 1936, on est encore pendant le Front populaire, il est venu beaucoup de mal des usines, et il faut corriger ce mal dans les usines. C'est difficile, mais ce n'est peut-être pas impossible. Ces phrases ont encore beaucoup de valeur lorsqu'on voit à quel point la question du travail est un refoulé du débat politique lui-même. C'est très compliqué de faire du travail une question politique délibérée. Très compliqué. Même dans les mouvements sociaux les plus récents, cette question du travail est difficile à poser. Je pense que c'est un symptôme très très important d'une crise de valeurs de la culture et de la politique sur laquelle il faut réfléchir. Alors, de ce point de vue-là, encore Simone Veil, vous voyez que réfléchir sur des situations très contemporaines de dégradation de la qualité de santé publique et de la santé au travail ramène paradoxalement à une pensée qu'on pourrait juger ancienne, mais que je crois encore très moderne. Je la cite. Il y a dans chaque homme quelque chose de sacré. Mais ce n'est pas sa personne. C'est dans la personne et le sacré, si vous voulez retrouver le texte. Il y a quelque chose dans l'homme de sacré, mais ce n'est pas sa personne. Du coup, celui aux yeux de qui compte seulement l'épanouissement de la personne, vous voyez à quel point l'imaginaire moderne est traité par cette phrase. Celui qui considère, celui aux yeux de qui compte seulement l'épanouissement de la personne a complètement perdu le sens du sacré. Et ce qui est sacré dans un être humain est impersonnel. Alors, Simone Veil évoque précisément là le travail. Le travail comme fonction anthropologique qui ne concerne pas chacune des personnes, mais qui concerne cette fonction en chaque personne. Et je vais vous citer
encore une fois un texte que je trouve très important pour comprendre ce qui nous arrive et comprendre comment on peut retourner la situation. Avilir le travail est un sacrilège, évidemment, puisque ce qui est sacré dans la personne, c'est précisément le travail. Avilir le travail est un sacrilège. Si ceux qui travaillent le sentaient, s'ils sentaient que du fait qu'ils en sont les victimes, ils en sont aussi les complices, leur résistance aurait un tout autre élan que celui que peut leur fournir la pensée de leur personne et de leurs droits. Ce ne serait pas une revendication, ce serait un soulèvement de l'être tout entier. Ce sentiment habite bien en eux, mais tellement inarticulé qu'il est indiscernable pour eux-mêmes. Les professionnels de la parole, et nous sommes beaucoup, les professionnels de la parole sont bien incapables de leur en fournir l'expression. Quand on leur parle de leur propre sort, on choisit généralement de leur parler de salaire. Évidemment, Simone Veil sait bien qu'il faut aussi parler de salaire. On choisit de leur parler de salaire. Eux, sous la fatigue qui les accable et fait de tout effort d'attention une douleur, accueillent avec soulagement la clarté facile des chiffres. Ils oublient ainsi que l'objet à l'égard duquel il y a ainsi marchandage, dont ils se plaignent qu'on les force à le livrer au rabais, qu'on leur en refuse le juste prix, ce n'est pas autre chose que leur âme. Et l'âme n'est pas simplement l'âme du travail bien fait à l'intérieur de l'entreprise, c'est la fonction anthropologique du travail, nature comprise, vivant compris. Imaginons que le diable, je terminerai par là, imaginons que le diable est en train d'acheter l'âme d'un malheureux et que quelqu'un, prenant pitié du malheureux, intervienne dans le débat et dise au diable: il est honteux de votre part de n'offrir que ce prix. L'objet vaut au moins le double. Cette farce sinistre est celle qu'a joué le mouvement ouvrier avec ses syndicats et les partis et ses intellectuels de gauche. Vous savez à quel point Simone Veil avait la dent dure contre toutes les pratiques de compensation par l'argent, par les sous, comme elle disait, toutes les pratiques de compensation de cette subordination du travail qui n'est pas simplement une subordination de la personne, c'est une subordination d'une fonction anthropologique qui, du coup, est abîmée dans la pratique effective. Terminons par l'idée que, encore de Simone Veil, mais qui, du coup, vous le voyez bien, m'a beaucoup inspiré. Avant de lancer les ouvriers dans l'aventure d'une révolution politique, il faut chercher s'il existe des méthodes, et j'insiste beaucoup là-dessus, des méthodes susceptibles de les amener à s'emparer, silencieusement, graduellement, presque invisiblement, d'une grande partie de la puissance sociale réelle. Et il faut appliquer ces méthodes si elles existent ou renoncer à la révolution ouvrière si elles n'existent pas. Simone Veil développe des méthodes d'action. Et dans le travail que nous faisons en psychologie du travail, c'est autour de ces méthodes d'action pour restaurer la capacité d'action des collectifs, faire en sorte que ces collectifs puissent se placer en coopération conflictuelle avec les directions d'entreprise, afin de peser dès maintenant sur les rapports de force, et à condition de placer l'énergie non pas du côté de la dénonciation, et vous voyez que je ne me suis pas privé de la dénonciation, placer toute l'énergie non pas du côté de la dénonciation, mais du côté de l'organisation, de l'initiative, de façon à affecter l'organisation du travail. Il y a des expériences multiples sur lesquelles je ne peux pas m'étendre ici, mais je pense que ça vaut le coup de se rassembler autour d'elles, de les délibérer, de façon à ce que l'action collective trouve un nouvel objet, la qualité du travail, et pas simplement les compensations à la dégradation des conditions de travail. Merci. Merci beaucoup pour ces interventions. Nous avons donc maintenant un quart d'heure pour des questions, parce que les organisateurs m'ont informé qu'on va terminer à moins quart parce qu'il y a une surprise, mais je ne sais pas plus. Donc pour le moment, il y a un quart d'heure pour des questions. Donc vous avez, comme vous savez, vous avez des micros devant vous, donc il suffit d'appuyer sur le bouton rouge. Donc merci de montrer d'abord votre intérêt, parce qu'ici il y a 20 personnes en même temps. Je vais essayer de canaliser.
Bonjour, merci. Alors moi j'ai une question pour Gaël Giraud. Comment on fait, parce que vous parlez de macro, et ici on est quand même avec des gens qui peuvent réfléchir, entre guillemets, qui peuvent penser à ces sujets. Comment on fait dans une société aujourd'hui où on n'a pas le temps, on est sans arrêt les téléphones, les Facebook, les Instagram, le travail, comme vous le disiez, qui ressemble de plus en plus à de l'esclavagisme moderne. Comment on fait pour réfléchir à ces sujets et s'organiser Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme ça, on regroupe un peu. Allez-y. Oui, une question qui s'adresse à celui qui voudra bien y répondre. Nous sommes en période électorale. Il y a des élections européennes dimanche prochain, dans quelques jours. On n'en a jamais été si proche et on n'en a jamais autant peu parlé, hein, en gros. En tout cas en France, je ne sais pas pour les autres pays. Alors, quelle opportunité de prendre en compte un certain nombre de ces éléments d'évolution, de transition, de changement de système dans le cadre européen. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce qu'il y a un petit peu d'espoir, par exemple? Une question pour Gaël Giraud sur la question de la transition énergétique. J'ai entendu dire que le fait c'est mon vocabulaire, d'une dispersion de cette production d'énergie était beaucoup plus consommatrice en ressources que c'est pourtant là où va mon cœur, hein, mais beaucoup plus consommatrice en ressources que des productions centralisées d'énergie. Donc, est-ce que les moyens existent pour ce type de gestion d'énergie, donc de conversion écologique? Oui, j'ai été très intéressé par le passage de Gaël Giraud quand vous avez exposé les deux options pour affronter la transition écologique, pas seulement énergétique. Est-ce que vous ne croyez pas que ces deux options sont tout simplement complémentaires? Et d'après vous, quel doit être le rôle de l'État pour faciliter l'une ou l'autre, voire les deux de ces options? Et puis j'ai une question pour Yves Clos, c'est selon dans chacune de ces deux options, quel type de travail, vers quel type de travail allons-nous selon chacune de ces deux options? Voilà, on commence. Vous avez du boulot? Heureusement que nous avons 6 heures pour répondre. Sur la première question, comment réfléchir? Alors, il faut lire la revue Projet, la revue Études, et allez vous former au Centre Sèvres. C'est la réponse en 1 minute. En 1 minute 30. Je pense que ce qu'écrit notamment, moi j'aime beaucoup ce qu'écrit Luc Boltanski. Et si vous regardez un peu le travail de sociologue de Boltanski, je trouve que c'est très aidant pour comprendre comment, en tout cas en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, l'entreprise a évolué et a bougé dans ses structures internes, dans son organisation depuis une 40aine d'années. Pour le dire des choses de manière très rapide, vous avez donc le bouquin Les cadres de Boltanski-Thévenot, qui décrit l'entreprise privée comme au fond une copie de l'administration publique. Et donc l'entreprise est conçue à ce moment-là comme un grand public, avec une hiérarchie très stable, des carrières tracées à l'avance. Et à partir des années 80, vous avez quelque chose d'autre qui se met en place, avec une révolution managériale, avec 3 guillemets. Et donc ça, c'est plutôt le bouquin de Boltanski Capello, Le nouvel esprit du capitalisme, qui montre comment les entreprises occidentales, à ce moment-là, se réorganisent autour de projets, qui sont des projets temporaires. Donc on n'a plus du tout la même visibilité que dans l'entreprise classique des 30 Glorieuses. On participe à des projets, et donc on crée des équipes à l'intérieur du personnel salarié de l'entreprise pour tel ou tel projet. L'équipe se dissout une fois que le projet est terminé, on en construit une autre, etc. Avec beaucoup plus de souplesse, et où là, dans le paradigme dominant, c'est le réseau. Donc l'entreprise fonctionne en réseau. Et puis, vous avez le dernier bouquin de Boltanski, dont le titre là tout de suite m'échappe, et vous le trouverez facilement, qui montre comment aujourd'hui, ça c'est moi qui le réinterprète de cette manière-là, d'une certaine manière, nous sommes en train de faire l'expérience que ce qui est le plus efficace, ce sont les communs, c'est-à-dire de mettre en commun nos intelligences collectives. Et l'extraordinaire succès de Wikipédia en est
à mon avis, un magnifique exemple. Vous savez qu'il y a moins de fautes dans Wikipédia que dans l'Encyclopédia Britannica aujourd'hui. Donc, ce qui est le plus efficace, c'est la mise en commun. Et d'une certaine manière, vu les extraordinaires révolutions technologiques et l'innovation qu'il nous faut mettre en œuvre dans les années qui viennent pour faire face aux défis écologiques, je crois qu'il n'y a que les communs, enfin, mettre en commun nos intelligences collectives qui va nous permettre de relever ces défis. Mais ce qu'on a pu appeler l'ubérisation, c'est la tentative de privatiser in fine, au tout dernier moment, le produit de cette intelligence collective. Et par exemple, si vous regardez un peu comment fonctionne Airbnb, comment fonctionne Uber, etc., bon, c'est une manière pour chacun d'entre nous de mobiliser ce qu'il y a d'innovation, d'énergie, de créativité dans nos vies, y compris dans le plus intime de nos vies, de manière qu'ensuite ça puisse contribuer à la valeur actionnariale d'une entreprise privée. Donc cette reprivatisation ultime, in fine, in extremis, d'un travail en commun, ça c'est, disons, une perversion actuelle qui me semble extrêmement dangereuse. Voilà. Alors si vous suivez cette trajectoire-là et que vous entrez dans cette dynamique de l'histoire, au fond, de l'organisation d'entreprise, notamment en Europe de l'Ouest, depuis une quarantaine d'années, ça je crois que ça aide à comprendre aujourd'hui où sont les dangers et les opportunités. Parce que on peut voir aussi que, en tout cas c'est notre expérience à l'Agence française de développement, il y a énormément de projets qui se construisent comme des communs. J'en veux un exemple, juste pour aller très très vite. Vous savez que La Paz en Bolivie, capitale de la Bolivie, à 4000 mètres d'altitude, qui est maintenant dans un désert, puisque tous les glaciers qui alimentaient la forêt autour de La Paz ont fondu. La Paz a connu ce qu'on appelle le Day Zero, donc le jour où il n'y a plus d'eau au robinet, pendant l'été 2016. Ce qui va arriver à Cape Town dans les années qui viennent, très certainement. Et ce qui, comme vous vous imaginez, est un moment très difficile. On peut vivre sans électricité, mais on ne peut pas vivre sans eau. Donc le centre-ville de La Paz n'a pas eu d'eau au robinet pendant tout l'été 2016. Or, dans la banlieue de La Paz, les banlieues pauvres de La Paz, dans les bidonvilles, des populations pauvres s'étaient organisées avec leurs petites fontaines en commun. C'est-à-dire que c'est des petites communautés qui avaient édicté ensemble les règles d'adduction d'eau, etc. Et eux, ils ont continué à avoir de l'eau pendant l'été. Et donc ça, c'est une démonstration magnifique du fait que la solidarité communale, pour ne pas dire communautaire, ça marche beaucoup mieux que et la gestion publique et la gestion privée. Et l'eau est un bien suffisamment vital pour que, je crois, ce soit un exemple magnifique. Alors, ces exemples-là montrent que c'est possible, on peut y arriver. Et d'une certaine manière, il y a une vraie opportunité dans ce qui s'invente aujourd'hui autour des Fab Labs, du copyleft, etc. sur Internet. C'est ça qu'il faut réussir à promouvoir, à mon avis, en essayant de résister à la menace de la privatisation in extremis. Je vais très vite et je passe tout de suite à la question d'après avant de laisser la parole à Yves. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme question ensuite ? Les élections européennes. Oui, pardon. Les élections européennes. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat politicien. Ce que je peux dire sur l'enjeu européen aujourd'hui, c'est que la Commission européenne, en tout cas globalement comme corps social constitué, a une position très hostile au commun. La Commission européenne pense vraiment que la privatisation, c'est ça l'alpha et l'oméga de la vie sociale. Et dans les luttes, pour reprendre l'exemple de l'eau, qui ont eu lieu à Naples en 2011-2012, vous savez que les Napolitains sont allés dans la rue pour lutter contre la privatisation de l'eau à Naples. Leur adversaire, c'était pas Berlusconi, c'était pas la ville de Naples, c'était la Commission européenne qui voulait privatiser l'eau à Naples. Les Napolitains, heureusement, ont obtenu gain de cause, notamment grâce à l'action politique extrêmement forte d'un grand juriste italien qui s'appelle Stefano Rodotà, qui a proposé à ce moment-là qu'on inscrive l'eau comme bien commun dans la Constitution italienne. Alors, il n'a pas obtenu, mais au moins les Napolitains ont obtenu la remunicipalisation de l'eau. Mais leur interlocuteur principal et l'institution qui voulait privatiser l'eau, c'était la Commission européenne. Donc, tant que la Commission européenne aura le pouvoir dont elle dispose aujourd'hui dans les institutions communautaires et sera transi de cette idéologie-là, ce sera, à mon avis, très difficile de mettre en œuvre une transition écologique digne de ce nom. Et puis, il y avait une question autour de la place de l'État. Donc, je l'ai dit très rapidement, mais je le redis. Alors, je crois qu'il faut prendre conscience du fait que nos petits gestes du quotidien, du côté de la réduction de notre empreinte écologique, sont indispensables. Donc, il faut que tous nous fassions de la permaculture dans le jardin, que tous nous arrêtions de manger de la viande, que nous arrêtions de prendre l'avion, que nous fassions du recyclage, etc. etc. Mais ça ne suffit pas du tout. Au mieux, avec ça, si nous sommes des héros ascétiques, nous arriverons à baisser notre empreinte de 20-30%.
Or, pour ce qui est du CO2, c'est pas moins 20, moins 30% qu'il faut viser, c'est zéro. Tous les rapports du GIEC sont clairs là-dessus. Il faut, aujourd'hui en tout cas, il faut obtenir la neutralité carbone d'ici 2060, au plus tard. Et vous savez que nous n'avons pas de technique industrielle de séquestration et de capture de carbone qui permettent de polluer à ce moment-là comme nous le faisons aujourd'hui. Donc il faut vraiment viser le zéro émission d'ici 2060. Donc nos petits gestes du quotidien sont indispensables, nécessaires, mais insuffisants. Le seul moyen d'aller plus loin et de passer à l'échelle, c'est d'avoir un État stratège qui mette en place la transition. Et ça, c'est aussi une très bonne nouvelle pour l'emploi. Donc, quelques exemples. Vous savez que la première étape dans tous les scénarios de transition, alors cette fois-ci énergétique, c'est plus précis que écologique, pour la France, qui ont été étudiés dans le groupe des experts pour le débat national en 2013, dont j'ai fait partie, à la demande de Delphine Bateau, tous les scénarios de transition énergétique pour la France passent par la rénovation thermique de tous les bâtiments en France. Parce que nous avons la chance d'avoir un bâti extraordinairement riche, qui se renouvelle très lentement, 0,3% par an, de neuf dans le bâtiment. Et donc, si nous nous contentons simplement de durcir les règles de construction du neuf pour avoir des maisons à énergie positive, ça ne suffira pas. Il faudra attendre 3 siècles pour que l'ensemble du patrimoine français soit aux normes. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut aussi rénover l'ancien. Il faut rénover thermiquement Notre-Dame de Paris, le Louvre, la caserne de pompiers de la Souterraine, etc., etc. Ceci, c'est faisable. On dispose des données. J'ai travaillé avec un ingénieur que vous connaissez peut-être, Alain Grandjean. Donc le plan, au moins de rénovation thermique des bâtiments publics, existe depuis 2014. Il est finançable, contrairement à ce qu'on peut raconter, et ça crée énormément d'emplois. À telle enseigne que lorsque j'ai négocié ce plan avec le gouvernement précédent, à l'époque, les entreprises du BTP avec lesquelles nous travaillions nous ont dit surtout n'allez pas trop vite parce qu'on n'a pas assez d'ouvriers qualifiés en France pour faire la rénovation thermique des bâtiments. Donc la proposition qui avait été faite au gouvernement précédent, c'était on lance la rénovation thermique des bâtiments ad experimentum sur 2 régions où les entreprises du BTP nous disent qu'elles ont la main-d'œuvre qualifiée. Et puis 5 ans après, on fait un premier retour d'expérience. Ça a donné 5 ans aux entreprises du BTP pour lancer des filières d'apprentissage. Et après, on a l'armée espagnole d'ouvriers qualifiés capables de le faire à l'échelle nationale. Donc c'est extraordinairement créateur d'emplois. Et ces emplois-là, ce n'est pas les emplois chinois, parce que ce n'est pas les ouvriers chinois qui vont faire rénover les bâtiments dans la Creuse. Voilà. Donc ça suppose une intervention forte de l'État. Et ça, c'est indépendant de l'option que nous choisissons. Même dans l'option très décentralisée, je pense que nous avons absolument besoin de renouer avec un État visionnaire, stratège, qui accepte de s'engager. Et pour ça, nous avons des vraies marges de manœuvre. Alors, et je vais terminer par là, ça rejoint un tout petit peu la question européenne. En réalité, les traités européens nous offrent des véritables marges de manœuvre, que nous n'exploitons pas malheureusement. Donc nous n'avons pas besoin de faire la révolution des institutions communautaires ou bien de changer les traités pour exploiter ces marges de manœuvre. Un seul exemple, la règle des 3% du déficit public. Vous savez que le déficit public ne doit pas excéder 3% du PIB. En vérité, les traités européens nous autorisent à interpréter le périmètre sur lequel nous calculons ces 3%. Et d'ailleurs, Pierre Moscovici l'a reconnu lui-même, commissaire européen, au moment de l'acte 4 des Gilets jaunes en décembre dernier. Ça chauffait beaucoup, si vous vous en souvenez. Il a fait une intervention publique en disant, vous savez, au fond, les 3%, ça peut s'interpréter, donc c'est pas la peine de casser Paris. Voilà. Et donc ce qu'il a dit est juste du point de vue juridique. On s'est renseigné avec quelques amis auprès des juristes spécialistes en droit communautaire. Nous aurions tout à fait le droit de dire auprès de la Commission européenne, finalement, nous respectons les 3%, parce que, par exemple, nous allons retirer tous les coûts en termes de dette publique des investissements verts nécessaires à la transition écologique que financera l'État. Parce que nous estimons que c'est indispensable à la survie de la nation. Et vu ce que nous racontent les climatologues, c'est vrai. Ce n'est pas un argument rhétorique. Voilà. Donc ça, c'est ce type de marge de manœuvre dont nous disposons. Il y a une herméneutique des traités européens que nous ne mettons pas en œuvre, que nous pourrions mettre en œuvre. Et ce qu'il faut faire absolument, avant de vouloir faire la révolution, c'est ça. C'est-à-dire organiser un vrai débat herméneutique sur les traités dont nous disposons aujourd'hui, qui, au fond, nous contraignent beaucoup moins que ce que nous croyons. Voilà. Merci. Bon, dans le peu de temps qui nous reste. J'avais envie d'insister sur un point qui est cette question, pas simplement de décrire, d'analyser, j'allais dire, les stratégies des forces dominantes, mais la question de savoir autour de quelle
principe d'action sur quel objet d'action collective peuvent se recomposer des forces qui peuvent peser. Et bien que l'alternative ne se joue pas simplement en termes d'idées, et que la faiblesse des forces qui cherchent à changer quelque chose est avérée. Donc on est devant une difficulté sur quel objet d'action. Quel objet d'action pour que de nouveau ceux qui subissent pèsent dans les situations. Je pense que c'est ça l'essentiel de la difficulté. On peut avoir beaucoup d'idées, mais ça manque de force, ça manque d'énergie et surtout beaucoup de dispersions sont à l'œuvre. L'idée, à mon avis, qui peut réorganiser et recréer un ordre d'action plus efficace que celui dont nous disposons actuellement, aussi bien au plan syndical qu'au plan social, avec le mouvement des Gilets jaunes que nous venons de connaître d'ailleurs, c'est que c'est autour du travail bien fait que les choses peuvent se jouer, parce que c'est justement discutable par nature, et que d'une certaine manière, la question d'un professionnalisme délibéré, on va le dire comme ça, délibéré au sens de clairement identifié, mais aussi délibéré au sens de discuter, la question du professionnalisme délibéré, qui montre à quel point finalement l'efficacité n'est pas là où on croit, mais du côté des forces de transformation. Cette question du professionnalisme délibéré me paraît être fédératrice, quoi. Mais vous voyez qu'il y a un débat, parce que dans les forces qui cherchent à changer quelque chose, cette question finalement de la qualité du travail, de l'efficacité liée à la santé, du plaisir du travail bien fait, au fond, sur le champ des valeurs et des finalités, il y a dans les forces qui cherchent à organiser le changement beaucoup de doutes et beaucoup de faiblesses sur ces questions-là. Et je pense qu'il y a un travail culturel considérable à faire. Il y a des choses très intéressantes. Par exemple, vous avez noté que le 19 avril dernier, il n'y a pas tellement de temps, quoi, des militants, des mouvements écologistes au sens large du terme, sur le parvis de la Défense, sont allés bloquer les tours de Total, d'EDF, et sont allés au ministère de l'écologie d'ailleurs, aussi bloquer les services. Là, on n'est pas simplement dans l'idée d'imposer à l'État d'agir, quoi. La cible est différente. S'adresser aux grandes entreprises pour que, d'une certaine manière, la qualité du travail soit au principe de leur fonctionnement. Je pense qu'il y a des rapports de force à établir sur cette question-là et que le mouvement syndical est particulièrement concerné par ces questions, alors même qu'il est très absent sur ces problèmes-là. Cette identification, j'allais dire, de l'adversaire comme dans l'entreprise une organisation du travail délétère qui piétine la qualité du travail, la redéfinition de l'objet de l'action collective autour de ces questions-là me paraît un problème décisif pour que, pas seulement des idées avancent, mais pour que des forces existent. Voilà. Merci. Merci beaucoup.